Bonjour, Guillaume Mousson. Bonjour, Bienvenue pour cette interview à Bucarest. merci. C'est un voyage imaginaire, le seul possible, mais qui est merveilleux. On vient de publier, de traduire un roman en roumain, votre dernier roman. La vie est un roman, ce qui est un plaisir total pour nos lecteurs qui ont déjà connu vos romans. Aux éditions Trey, nous avons publié jusqu'à maintenant La vie secrète des écrivains. En fait, La petite fille et l'ami. Après, La Oui, vie bonjour. secrète des écrivains. Et maintenant, La vie est un roman. Donc, vous êtes, j'ai entendu en disant en France que vous êtes l'auteur le plus lu pendant la pandémie en France. Malheureusement, la pandémie continue à durer. Mais justement, je pense que vous êtes très fiers et que c'est assez difficile et c'est une joie et en même temps, c'est comme une pesanteur de savoir qu'on est vraiment un auteur très lu, qu'on est aimé par les lecteurs. Comment est-ce que vous ressentez ça? Oh ben oui, c'est d'abord un plaisir, une grande fierté finalement, parce que moi j'ai toujours pensé que un livre n'existait vraiment qu'à partir du moment où il est lu. Paul Auster disait un roman c'est une contribution à part égale entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et j'ai toujours été d'accord avec ça, donc de voir que avec des romans de genre assez différents. Les lecteurs me suivent année après année. Oui, ça me fait très plaisir, ça valide mon travail. C'est pas une pression parce que quand j'écris, moi, vous savez, je travaille 10 heures par jour, quasiment tous les jours de l'année. J'accompagne mon fils à l'école le matin et je vais travailler dans mon atelier à Paris et je travaille de 9 heures à 19 heures. Et quand j'écris, je pense pas du tout euh, au fait que je vais peut-être être lu par 500 000 personnes ou 1 million de personnes. Au contraire, j'essaye constamment de me remettre dans l'état d'esprit qui était le mien lorsque j'écrivais mon premier roman et que je ne savais même pas si j'allais être publié ou pas. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce premier roman? Parce que oui, c'est étonnant. Pratiquement, à partir du moment où vous avez commencé à écrire, vous avez créé un roman par an, presque. Donc, c'est étonnant. C'est 10 heures de travail. Ça signifie, ça s'est converti dans une... Oui, parce que moi, d'abord, j'ai eu un métier avant. Pendant 10 ans, j'étais professeur d'économie. Donc, j'ai eu une vie avant l'écriture. Et quand j'ai commencé à avoir du succès, ben, j'ai continué à me lever le matin pour aller travailler, comme font les gens, comme fait à peu près tout le monde. Et c'est très important pour moi de voir de montrer à mes enfants, qui sont encore petits, que finalement leur papa ben, va travailler comme leur mère, comme leur entourage. Et par contre, je n'écris jamais chez moi. Je suis incapable d'écrire dans mon appartement. Mon appartement est vraiment réservé au couple, à la famille, aux enfants. Et donc, voilà, j'ai un bureau, un grand bureau que j'appelle mon atelier. Et c'est dans cet endroit, effectivement, que j'aime travailler. Mais c'est presque un plaisir. Hein. C'est une joie et une souffrance. Tout ça se mélange, mais il y a toujours une excitation le matin lorsque j'allume mon ordinateur de me dire, voilà, qu'est-ce que mes personnages vont me réserver comme surprise aujourd'hui. Alors, vous parlez de cette séparation entre la vie d'écrivain, la vie du travail et votre vie privée. Maintenant, j'aimerais, à propos de cette séparation qui va revenir en discussion, je voulais qu'on parle un petit peu de La vie est un roman, ce dernier livre qui est extraordinaire, donc qui commence comme un thriller de Stephen King, mais en même temps, c'est une forte et une profonde réflexion sur la vie de l'écrivain. Et justement, ce qui m'a plu
énormément dans ce livre, c'était ce jeu, un cache-cache entre la vie réelle et la vie imaginaire, et le statut de l'écrivain qui se place entre les deux. Donc, je veux lire pour nos lecteurs le début du livre, parce que c'est très fort. Le livre commence comme ça, Brooklyn, automne 2010. Il y a 6 mois, le 12 avril 2010, ma fille de 3 ans, Kerry Conway, m'a été enlevée alors que nous jouions tous les deux à cache-cache dans mon appartement. C'est une phrase dite par la protagoniste, mais est-elle vraiment la protagoniste du roman? Parce que votre livre, peu à peu, enchaîne un scénario qui est surréaliste à un moment donné, où la réalité et la fiction ne se séparent plus d'une réalité d'une manière très claire, parce que vous voulez transmettre à travers les personnages, les paroles de vos personnages, que la frontière entre la réalité et la fiction est incertaine. D'ailleurs, vers la fin du roman, on a exactement cette citation dite par un écrivain. Toute ma vie, j'avais trouvé la frontière très incertaine entre la réalité et la fiction. Est-ce qu'à vous, comme écrivain, maintenant, vous êtes arrivé jamais de sentir cette confusion entre les deux en écrivant? Tout le temps. C'est quelque chose de très fort chez moi, le fait que finalement la fiction a toujours été aussi importante que la vie. François Truffaut disait le cinéma c'est plus fort que la vie, et pendant longtemps je me suis dit l'écriture et la fiction c'est plus fort que la vie. La seule chose qui me fait vraiment qui me manque dans la réalité, c'est vraiment mes enfants qui ont 6 ans et 3 ans. Et alors là, pour eux, oui, pour eux, le monde de la fiction s'éloigne d'un seul coup. S'ils ont besoin de moi, si je dois m'en occuper, là, je suis à 100% dans le monde réel. Mais à part ça, c'est vrai que les frontières sont beaucoup moins établies. Et pendant longtemps, j'ai eu 2 métiers. J'étais professeur d'économie le jour et j'écrivais la nuit. J'écrivais entre 20h et 3h du matin, souvent très fatigué. Et souvent, voilà, cet état de fatigue faisait que parfois la réalité, la fiction, tout ça n'était plus très très clair. On parlait de Stephen King, et Stephen King dit toujours, voilà, écrire, c'est fermer une porte, et fermer une porte, ça veut dire trouver un moyen de quitter le monde réel pour peu à peu se laisser contaminer par le monde imaginaire. Et si vous ne croyez pas suffisamment que ce monde imaginaire existe, bah, c'est beaucoup plus compliqué d'écrire. Et à partir du moment où vous êtes à l'aise dans ce monde, vous avez une vraie connivence avec vos personnages, et écrire devient vraiment excitant. À propos de Stephen King, vous dites dans le roman, vous le citez à un moment donné en parlant de la méthode de Stephen King, Oui. qui pensait que les histoires préexistent à elles-mêmes. Ma question, c'est est-ce que vous savez dès le début le fil de vos histoires, ou il vous arrive que les personnages débordent ce que vous avez planifié pour eux? Oui. Les deux, en fait, ça dépend des romans. Il y en a que j'ai écrit en suivant vraiment le schéma que j'avais établi au début, et d'autres où, au contraire, voilà, il m'est arrivé de partir sans forcément savoir où j'allais, et d'être donc très ouvert à ce que les personnages pouvaient vous proposer au fil de l'écriture. Donc, il y a pas de règle pour écrire un roman, et chaque roman, en fait, est différent, en tout cas pour moi, et j'ai pas de méthode préétablie. Il y a certains romans que j'ai pu écrire en 6 mois, d'autres en 2 ans. Il y en a certains qui ont été assez faciles, et d'autres pour lesquels l'écriture était un calvaire. Donc tout ça, et à chaque fois,
chaque fois, voilà, vous rentrez à nouveau dans l'inconnu. Et c'est pas parce que vous avez écrit 10 livres que vous allez savoir écrire le 11e. Et comme le dit l'écrivain de mon roman, il dit à chaque fois que je commençais à écrire un nouveau roman, j'avais l'impression d'être pieds nus et de devoir escalader l'Himalaya. Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que pour moi, La vie est un roman, c'est un livre qui m'a laissé l'impression, plus peut-être que les autres, que vous êtes impliqué d'une manière, je ne sais pas, performative. On se demande comme lecteur si l'écrivain est maître de la situation où il s'était laissé porter, parce que pratiquement l'enjeu du livre, c'est de trouver qui est l'auteur. Et Bien donc, c'est sûr. normal comme lecteur de se demander finalement qu'est-ce qui se passe, qui est le qui de l'histoire, Mais qui est... en fait, l'idée première de ce livre, elle m'est venue parce que depuis 15 ans que je rencontre des lecteurs, les questions qui reviennent de la part des lecteurs, c'est mais où trouvez-vous votre imagination? Comment écrivez-vous? Quelle est la journée d'un écrivain? Ou alors, ils vous posent des questions sur vos personnages. Qu'est-ce que sont devenus vos personnages? Donc, en fait, j'avais vraiment envie d'ouvrir un petit peu la boîte noire de l'écriture et de montrer un petit peu au lecteur la face cachée, finalement, de l'écriture d'un roman, avec à la fois l'excitation que peut prendre l'écriture, mais aussi les tourments et les souffrances qu'elle peut parfois provoquer. Je lis une partie, une citation de votre roman. Vous avez voulu devenir écrivain parce que ça vous fait bander d'être tyran qui terrorise ses personnages? Et la réponse, Nabokov proclamait que ces personnages étaient ces galériens, des esclaves d'un monde dont il était le dictateur absolu, le seul responsable de sa stabilité et de sa vérité. Qui est le maître, l'auteur ou le personnage? Toujours la grande discussion. J'ai toujours adoré cette phrase de Nabokov, oui, qui dit: mes personnages sont mes galériens, ils doivent m'obéir au doigt et à l'œil. Et moi j'ai souvent senti que justement, dans mes meilleurs livres, les personnages m'avaient échappé. Et justement, c'est souvent un critère pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. C'est quand vous sentez que vos personnages se mettent à avoir envie de faire des choses auxquelles vous ne les prédestiniez pas forcément. Et où, parce que ça veut dire finalement que ces personnages cessent d'être des êtres de papier et veulent s'imposer dans votre vie comme si c'était un petit peu voilà, des personnages de chair et de sang. Et tout ça est assez stimulant et assez excitant. Dans votre roman, le personnage dit à un moment donné, quoi qu'il en dise, les romanciers n'aiment pas que leur personnage le mette un couteau sous la gorge. Vous Oui. êtes arrivé de haïr un des personnages comme écrivain? Alors, de haïr, non. J'essaie d'avoir de l'empathie avec les personnages, même avec des personnages négatifs. Euh, Simplement, voilà, une fois que j'ai terminé le roman, c'est assez fréquent que je me demande ce que sont devenus les personnages. Alors, je sais bien, hein, en tant qu'être humain rationnel, que ces personnages n'existent pas vraiment, mais ils ont une existence imaginaire et je suis toujours étonné que les lecteurs, à de nombreuses reprises, viennent me voir et me demandent ce que deviennent les personnages en étant persuadé que j'ai la réponse à ça. Et parfois, je leur dis, mais non, je n'en sais rien. Et ils sont assez étonnés de ça. Donc, je n'ai pas haï de personnages, mais je repense très souvent à eux. Et plus vous avancez dans le temps, plus vous avez écrit de livres, et donc plus vous avez de personnages qui finalement encombrent votre esprit.
Merci. Je voulais vous demander, enfin, vous poser une question généralement parlant autour de la question de la source d'inspiration, mais plus particulièrement, la question vise le rapport entre la dramatisation et la création. Et je vous dis, j'invoque des exemples d'un des romans précédents, de La vie secrète des écrivains. Nathan Fowles, à un moment donné, le personnage principal, ça on le connaît pour de vrai, de ses romans, s'isole et personne ne veut plus écrire, refuse. Il est un écrivain célèbre, mais à un moment donné, il refuse complètement d'écrire. Personne ne peut comprendre pourquoi. Dans La vie est un roman, il y a un autre personnage qui dit, enfin, c'est Flora Conway, la mère de ces petites filles disparues, qui, après le drame vécu, ne peut plus écrire, refuse d'écrire. Par contre, son éditrice la pousse d'écrire en lui disant c'est la souffrance qui te fait écrire. Donc, pratiquement, à un moment donné, on a même l'impression que l'éditrice a fait du mal pour que l'auteur puisse écrire. Donc, c'est dans ce contexte d'un auteur qui renonce à écrire que je pose la question, est-ce qu'il faut vivre des choses qui sont dramatiques, fondamentales, profondes, qui changent la syntaxe de la personnalité pour pouvoir démarrer dans un roman? Alors, je pense que ça dépend des auteurs. Et personnellement, c'est vrai que les moments de bonheur absolu que vous pouvez vivre ne sont pas générateurs, en tout cas pour moi, d'idées d'histoire ou d'envie d'écrire. Quand vous êtes parfaitement heureux, parfaitement épanoui, finalement, la vie est plus intéressante que la fiction. Le fait de se mettre devant un ordinateur et de vouloir écrire, pour moi, ça veut dire qu'à la base, il y a une frustration au sens large, et qui est souvent un désir de contrôle. Et on retombe sur ce que vous disiez précédemment à propos de Nabokov, de contrôler un monde. Je pense que notre vie, on la contrôle de façon très imparfaite, parce qu'on est très dépendant des autres, de vos enfants, de vos parents, de votre compagne ou compagnon, de votre patron, de votre santé. Donc tout ça, finalement, tous ces paramètres font que votre vie, vous ne la maîtrisez pas. Alors que quand vous faites cet effort de créer une histoire, de créer des personnages, de créer un monde, vous pouvez avoir cette illusion assez singulière, finalement, que vous êtes le patron, que vous dirigez, finalement, et donc que vous maîtrisez quelque chose que vous ne maîtrisez pas dans votre vie. Et ces moments où on a l'impression qu'on ne maîtrise pas, c'est souvent des moments, oui, de frustration, de souffrance, et rarement des moments où vous êtes pleinement heureux. À la différence de ce que je découvre en parlant avec vous, les écrivains, tous les écrivains qui ont de vos livres sont plutôt, ou me semble-t-il, plutôt des personnages cyniques, un peu cyniques. Et un thème qui intervient souvent dans le roman, c'est le rapport entre la littérature, la fiction et le mensonge. Et je cite maintenant, le roman, c'est de la fiction. Et la fiction, c'est techniquement du mensonge, dit le personnage principal, Nathaniel Fowles, du roman La vie secrète des écrivains. Et puis la réplique, c'est non, c'est tout le contraire. Philippe Roth avait trouvé la formule juste. Le roman fournit à celui qui l'invente un mensonge par lequel il exprime son indicible vérité. Donc, ce thème du rapport entre mensonge et vérité dans ce que la littérature construit est très challenging, très provocateur pour le lecteur. Ne parlant pas d'ailleurs que du point de vue psychologique, en fait, le mensonge et la vérité, c'est comme les deux facettes de la monnaie. Mais c'est vrai que le mensonge, de mon point de vue, le mensonge te maintient d'une certaine manière dans la cave de Platon, pour le dire ainsi. Tandis que la vérité te fait sortir à l'extérieur et voir la lumière.
Donc, ce que je pourrais répondre à vos personnages qui disent que le roman, la fiction est le mensonge, la fiction est un mensonge, je répondrais que non, la fiction a une fonction libératrice, la fonction va te conduire vers la lumière, va te faire sortir de la cave platonicienne. Ah bah, je suis très content. Alors là, vraiment, je crois que c'est ce qu'on a dit de plus intelligent sur mes romans depuis longtemps. Oui, c'est le thème vraiment de ces deux derniers livres. Bah, c'est ce thème de se dire finalement, voilà, l'art est un mensonge qui dit la vérité. Donc, ce que vous avez dit est complètement juste et c'est l'un des. Tu sais, moi, j'écris toujours mes romans à un double niveau de lecture. Un premier niveau qui est vraiment le plaisir de se laisser porter par l'histoire, de tourner les pages, d'avoir du suspense. Donc ça, c'est le côté vraiment littérature plaisir. Et un deuxième niveau qui est essayer d'écrire un divertissement, mais qui soit intelligent, qui pose des questions, que ce soit des questions un petit peu sur la philosophie, sur l'art, sur la signification de l'art. Et là, c'est vrai que ces deux derniers romans, La vie secrète des écrivains et La vie est un roman, abordent tous les deux cette thématique, finalement, comme vous l'avez dit, du mensonge ou de la vérité dans l'art et de sa fonction absolument libératrice avec le clin d'œil effectivement à la caverne platonicienne. C'est impossible de ne pas lire ces romans ensemble, même si la substance qui les fabrique est tellement différente, parce qu'il y a beaucoup plus de l'imaginaire et de fantastique Oui. dans La vie est un roman. Et vraiment, il y a ce jeu qui semble infini. Ça aussi, il y a un schéma un peu platonicien parce qu'on cherche, on cherche, on cherche l'auteur comme on cherche la vérité ultime, mais on Oui. n'arrive jamais à... Enfin, on a peur comme lecteur qu'on n'arriverait jamais à repérer ce qui est le sol stable, ce qui est la vérité, ce qui est ce à quoi on peut faire Se confiance. raccrocher. Ouais. Oui. Oui, 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 absolument. Voilà, j'avais envie de faire ça à la fois pour surprendre et pour que les lecteurs se disent, mais finalement, je comprends pas, je suis un petit peu déboussolé. Et j'aime, moi, cette impression lorsque je suis lecteur, voilà, d'être un petit peu ébranlé dans mes certitudes, euh, tout en, tout en amenant quand même voilà, un chemin à la fin qui donne quand même de nombreuses réponses. Mais c'est vrai qu'on a fait ce voyage un petit peu dans l'inconnu, mais qui est aussi voilà, une métaphore du voyage qu'on fait tous dans la vie, quoi. Oui. D'ailleurs, je pense que vous choisissez la lumière pour vos personnages parce que vous les faites sortir de ce genre de cynisme, comme m'a semblé, Oui, qui les oui, fait toujours exprimer des choses négatives. Enfin, j'ai dans la tête ici sur le papier, une autre phrase qui m'a semblé très forte. L'auteur dit, enfin, l'auteur du livre, le personnage auteur dit, lorsque vous ne réussissez pas à écrire, savoir que vous allez recevoir une attente de la part des lecteurs est un cadeau empoisonné. oui, Pour c'est dire, vrai. c'est Alors, c'est vrai que je ne suis pas du tout cynique, moi. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Et c'est vrai que ces personnages, vous l'avez remarqué, au début, on les prend et c'est vrai eux sont assez cyniques et finalement, l'avancée dans le livre et dans l'histoire, ça va les faire un peu renoncer à ce cynisme-là, qui était finalement qu'une couche de protection pour ne pas affronter finalement l'être intérieur qu'ils sont vraiment. Euh, donc oui, c'est toujours intéressant aussi de prendre des personnages qui sont comme ça au début, au bord du gouffre. Hitchcock faisait ça très bien en prenant ces personnages de Monsieur et Madame Tout le Monde et en mettant finalement des personnages
dans une situation justement de vérité, enfin, une situation qui va tellement périlleuse qu'elle va les forcer finalement à voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre et à voir quel est vraiment voilà, leur être profond. Georges Simenon, que je cite dans le livre et que j'adore, disait souvent, voilà, un personnage de roman, c'est un individu qui va aller au bout de lui-même. Euh, Moi, je fais une invitation au lecteur de lire ces livres en disant ce que j'ai aimé le plus, pour compléter ce que vous avez dit, le fait que pratiquement les personnages ne deviennent pas toutes seules. Elles ne deviennent pas seulement parce que les auteurs les ont créés, mais en lisant le livre comme lecteur, tu te rends compte que le personnage devient avec toi. C'est comme on se prend main en main, le lecteur et le personnage remonte de son cynisme et le lecteur découvre, fait le voyage vers la profondeur, enfin, vers le secret qui tient l'auteur fermé dans le refus de monde. Parce que, oui. Il Oui, s'agit de bien ça, sûr, de Ozorski, le personnage du dernier roman, bien sûr. ou de Fowles, le personnage de La vie secrète des écrivains. Complètement, oui, oui, c'est un voyage qui se fait à deux et qui est le miracle de la lecture, finalement, se fait à partir du moment où il y a cette interaction entre le lecteur et son personnage. Il y a qu'à voir comme comme par exemple, c'est gênant quand quelqu'un essaye de lire, essaye de voir ce que vous êtes en train de lire par-dessus votre épaule. D'un seul coup, vous avez l'impression, voilà, que vous êtes, qu'on a fait éclater la bulle, l'intimité que vous aviez avec l'écrivain à travers le livre. Je voulais vous demander une chose. J'ai fait une connexion à partir du dernier roman, La vie est un roman. Il faut que je le répète. Donc, il y a deux personnages, Kelly, Flora, la mère de la petite Kelly qui est disparue. Flora, un écrivain, une écrivain reconnue, ne peut plus écrire après que sa fille disparaisse. L'autre personnage qui s'avère être plus principal que Flora, donc Ozorski, renonce à l'écriture à un moment donné de sa vie parce qu'il fait un serment et il renonce à l'écriture. Donc voilà, on a le même livre deux écrivains qui renoncent à écrire. Il me semble et ils renoncent, les raisons qui les font renoncer, c'est la paternité, respectivement la maternité. Donc, dans quel sens vous voyez cette relation entre paternité et écriture? Maternité et écriture, en fait. Oui, moi, devenir père, c'est la chose la plus importante qui me soit arrivée dans ma vie. Euh, Avant d'avoir des enfants, devant les journalistes, je disais toujours, ah ben oui, mes romans, c'est un petit peu comme mes enfants. Et quand je suis vraiment devenu père, je me dis non, tout ça, c'était bullshit. Non, les enfants sont beaucoup plus euh, importants que les livres, que l'écriture. Et cette expérience finalement de la paternité, ben, ça m'a révélé quoi que à la fois devenir père, ça vous rend à la fois beaucoup plus heureux et beaucoup plus inquiet. Heureux parce que ben, voilà, vous donnez de l'amour, vos enfants vous en donnent, et inquiet parce que dorénavant, vous savez que finalement, on peut vous atteindre à travers vos enfants. Ça réactive cette conscience de la fragilité de la vie, voilà, surtout lorsqu'ils sont petits, mais après, voilà, même lorsqu'ils grandissent, il y a d'autres problèmes, on est très angoissé par rapport au monde qu'on va laisser à nos enfants. Et vraiment, la seule chose qui puisse un jour me faire renoncer à l'écriture, c'est mes enfants. C'est clairement, voilà, là, il n'y a pas de match. Disons que l'écriture était au centre de ma vie. Et à partir du moment où je suis devenu père, mes enfants sont au centre de ma vie. L'écriture est devenue plus accessoire. Alors, ça ne veut pas dire que j'y consacre moins de temps. Ça veut dire simplement que je prends l'écriture pour ce qu'elle est, c'est-à-dire
quelque chose de très sérieux, mais si je suis obligé d'arrêter d'écrire, je ne mourrai pas. Et si un jour je peux plus voir mes enfants, oui, j'en mourrai. Je me réjouis beaucoup d'avoir fait cette interview avec vous et maintenant, parce qu'on Moi est de arrivé même. à la fin, je veux vous avouer quelque chose. Donc, dès que je me suis mise dans la tête de discuter avec vous sur le dernier livre, La vie est un roman, euh, il m'a semblé que c'est une tâche très, très difficile parce que revenant au cynisme de Roman Ozorski, votre personnage, il dit que ceux qui font des interviews, enfin les journalistes, moi je ne suis pas journaliste, je suis Ah, éditeur, vous mais ceux êtes. qui font les interviews, ils posent toujours les mêmes questions, ils prennent des réponses seulement ceux qu'ils veulent. Donc c'est cette idée que, enfin, ils ne Vous comprennent aviez. rien. Ouais, Ils ouais. insistent trop, ils sont invasifs et ils ne comprennent grand-chose. Donc, certainement, c'était un peu difficile. Un côté de moi me disait que c'est difficile de faire un interview avec vous. Et alors, la première question qui m'était venue dans la tête et qui est restée finalement la dernière, c'était la suivante. Euh, Quelle serait la question que vous aimeriez, vous, comme auteur, Guillaume Mousson, qu'on vous pose dans un interview? Moi, je fais toujours des interviews avec plaisir. À partir du moment où je dis oui, où j'accepte, je me prête au jeu. C'est une politesse. J'ai pas de. C'est vrai que souvent, ce sont beaucoup des questions convenues. Et je vous remercie là justement d'avoir eu une lecture du livre très subtile, intéressante. Et j'ai beaucoup apprécié justement discuter avec vous. En fait, je n'attends pas de questions proprement dites parce que, comme on le disait finalement, l'art est un mensonge qui dit la vérité. Moi, toute ma vérité, elle est dans mes livres. Donc en fait, après tout ce que vous dites en dehors, c'est toujours beaucoup moins important que ce que vous avez dit dans vos livres. Donc je suis pas en quête, en attente d'une question particulière. Simplement répéter que voilà, tout ce que j'ai de bien et de moins bien, en tout cas tout ce que j'ai d'intéressant, j'essaye de le prendre et d'en faire une patte dont je vais façonner mes personnages et mes histoires. Donc je pense que je suis complètement à l'intérieur de mes livres. Dans leur complexité, vous savez, Milan Kundera disait toujours l'essence du roman, c'est l'essence de la complexité. Et c'est vrai, pourquoi est-ce que j'adore les romans, à la fois comme lecteur, et pourquoi est-ce que j'adore en écrire? C'est parce que dans le roman, vous avez le temps de pouvoir être complexe, de pouvoir, disons, refléter à la fois la complexité de l'époque, mais surtout la complexité des individus. On a tous en nous une complexité, on est attiré par des choses contraires, on a des tourments, on a une face lumineuse et une face beaucoup plus sombre. Et c'est cette complexité-là que le roman permet d'éclairer euh, beaucoup plus que un tweet ou une photo sur Instagram. C'est pour ça que j'aime le roman et c'est pour ça que je pense que les romans et les livres ne mourront jamais. Merci beaucoup. C'est une invitation à la lecture que vous faites tout en parlant des livres généralement et de vos livres particulièrement. Moi aussi, en tant qu'éditeur, je vais renouveler cette invitation en m'adressant à nos lecteurs. Lisez les livres de Guillaume Musso, lisez surtout La vie est un roman que vous avez maintenant l'occasion de la lire en langue roumaine. Merci beaucoup pour ce Merci à dialogue. vous. Merci à vous. C'était vraiment très sympathique et enrichissant. Et je suis très fier d'être publié par vous et par votre maison d'édition. Merci. Merci d'être à côté de nous Au revoir. et on vous attend le plus tôt possible à Bucarest. Après la pandémie, mais vous seriez Avec toujours avec plaisir. nous. Je viendrai avec plaisir. C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.